bonsoir et bienvenue à tous dans l'émission Benkali. Et aujourd'hui, nous recevons sur le plateau Madame Kumbaba. Elle est initiatrice, coproductrice, animatrice. Elle est également spécialiste communicante du genre. Et nous allons échanger sur le thème prise en compte du genre dans le processus de consolidation de la paix au Mali. Bonsoir Madame Kumbaba. Bonsoir Annette. Et bienvenue sur le plateau de l'émission Benkali. C'est tout de plaisir pour moi. L'émission Benkali, c'est une émission qui met les femmes au cœur du processus de consolidation de la paix. Alors, en tant que femme, quelle analyse faites-vous sur le processus de consolidation de la paix au Mali? Bon, d'abord, je dirais que la consolidation de la paix ne devrait pas être de l'apanage seulement d'une frange de la population, parce que les conflits touchent tout le monde. Et on dirait même peut-être les conflits touchent beaucoup plus les femmes et les enfants, plus que les hommes et les adultes. Donc pour qu'on puisse parler de la réconciliation, pour qu'on puisse parler de faire taire les armes, pour qu'on puisse parler de l'édification d'une paix et de la consolidation d'une paix durable, c'est obligé, c'est un impératif que les femmes soient incluses, puissent être considérées, entendues, qu'elles puissent participer pleinement au même titre que les hommes. Maintenant, par rapport au Mali, est-ce que c'est reconnu et on a pu donner l'opportunité aux femmes de participer au même titre que les hommes? Je dirais malheureusement pas, et ceci est dommage. Et nous voyons que le processus de paix traîne. On a toujours des conflits et l'insécurité grandissantes. Et on voit que depuis la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger en 2015, nous voyons que les avancées sont très très timides. Et c'est seulement il y a peut-être 2 mois que nous avons pu intégrer un peu plus de femmes dans la commission de suivi de l'accord. Je pense qu'il y a 1 an, elles n'étaient que 2, mais au tout début, il n'y avait même pas de femmes. Donc, et au niveau maintenant micro, au niveau de nos communautés, est-ce que activement les femmes sont en train de participer? Est-ce qu'elles sont considérées? Est-ce qu'elles sont incluses au niveau des mécanismes endogènes même? Il y a très peu. Et quand on le fait, les femmes sont à part, les hommes sont à part. Et quand il n'y a pas une certaine synergie d'action, ça serait difficile. Alors, vous avez parlé de l'accord de la paix. Selon vous, qu'est-ce qui freine jusqu'à présent le processus de consolidation de la paix? Bon, je pense que d'abord, la paix pour moi, c'est un voyage, c'est un chemin. Ce n'est jamais quelque chose d'acquis, une destination. Il faut toujours travailler là-dessus. Le fameux accord pour la paix et la réconciliation, issu du processus d'Alger qui a été signé en mai 2015, si je ne m'abuse, et parachevé en juin 2015, a beaucoup de mal à être mis en œuvre, à mon avis, pour plusieurs raisons. D'abord, le cheminement même qui a abouti à l'élaboration de l'accord n'a pas été inclusif. Parce que pour moi, c'est les communautés qui font la paix. C'est les communautés qui travaillent et qui œuvrent pour la consolidation de la paix. Mais j'ai eu comme l'impression depuis le début que l'accord pour la paix est venu d'en haut et forcer les communautés à l'appliquer. Donc il y a eu des pourparlers entre le gouvernement et les mouvements armés et une partie de l'ex-rébellion MNLA. Mais tous les autres acteurs et actrices qui étaient aux alentours n'ont pas vraiment eu leur mot à dire.
on a un peu forcé la porte, je me rappelle, certaines représentations de la société civile, en l'occurrence certaines femmes, ont pu un peu forcer la main et ont bénéficié des soutiens, même pas spécifiquement de l'État, mais des partenaires au développement, en l'occurrence ONU Femmes ou l'AMINUSMA, pour se transporter et aller en Algérie, à Alger, pour participer au processus. Et on voit que quand c'est revenu, l'Assemblée nationale à l'époque, la 5e législature, qui est quand même l'émanation du peuple, qu'on le veuille ou pas, dans une démocratie, c'est eux, même si la majorité de la population ne participe pas au processus de vote. Nous savons que dans notre démocratie et dans nos processus électoraux, malheureusement, jusque-là, nous n'avons jamais pu atteindre le quota des 50% de taux de participation. Et ça, c'est le taux de participation des gens inscrits au fichier électoral. Ce n'est même pas toute la population. Donc, très peu de gens sont impliqués dans les décisions de la cité. Très peu de gens participent à la vie de la cité. Donc, on ne peut pas mettre en œuvre un accord dont la majeure partie de la population ne sait pas ce qu'il y a dedans. À l'époque, l'Assemblée nationale qui était là a remué ciels et terres pour pouvoir avoir quand même une séance de travail et de discussion sur l'accord. Ça n'a pas été fait. Donc, le gouvernement, avec nos partenaires et les parties prenantes, se sont entêtés pour faire passer l'accord et le signer. Maintenant, quand il s'agit de la mise en œuvre, il y a beaucoup d'instrumentalisation aussi parce que l'accord, le contenu n'est pas beaucoup compris et n'est pas connu. C'est vrai qu'on a essayé de traduire dans toutes les langues avec l'appui spécifiquement de l'USAID et l'ambassade américaine, nous les remercions beaucoup. Mais au Mali aussi, une autre triste réalité, c'est combien de Maliennes et de Maliens savent lire et écrire en 2020? Pas plus de 40% de la population. Et quand on considère même les femmes, je pense, si je ne m'abuse, le taux de littératie, d'alphabétisation des femmes, c'est-à-dire toute la population féminine malienne âgée de 15 ans et plus, qui sait lire et écrire, ne dépasse pas 30%. Alors, est-ce que ça ne serait pas mieux d'appeler la population pour essayer de leur expliquer un peu ce qui est dans l'accord? Moi, je pense que ça serait bien d'appeler la population, mais avant cela, à mon humble avis, parce qu'on a eu les fameuses concertations, il y a beaucoup de voix et dans les recommandations des concertations nationales, si je ne me trompe pas, c'est bien écrit qu'il faut renégocier l'accord, qu'il faut revoir l'accord, parce que certaines dispositions seront difficilement applicables sans qu'elles soient bien comprises, expliquées et que l'esprit soit vraiment populaire. Et on a vu que les mouvements armés et l'ex-MNLA a été catégorique. On ne va pas réviser cet accord. Si nous devons réviser l'accord, le gouvernement et nous devons d'abord parler. Donc ça ne sert à rien d'expliquer aux populations le contenu ou le contenant de l'accord, les détails de l'accord, étant donné qu'on sait qu'il y a certaines prédispositions qui seront difficilement applicables sans qu'on ne révise aussi la Constitution. Donc, il faudrait que le gouvernement, même si on est en période de transition, fasse tout son possible pour réouvrir, à mon humble avis, le dialogue avec les parties prenantes, étant donné que tout le monde est là, ça fait 5 ans que ça piétine, donc on sait qu'on a beau être de bonne foi, c'est difficile de l'appliquer, pour la stabilité même du peu du pays qui reste. Parce qu'on sait que le Mali ne tient pas trop encore, donc il faudrait qu'on fasse très très attention. Donc moi je pense que le gouvernement doit user de tous ses moyens, son intelligence, pour vraiment réouvrir les négociations avec les parties prenantes et vraiment qu'on puisse le faire aussi entre nous et laisser toutes les bonnes volontés, les partenaires multilatéraux de côté d'abord, qu'on se parle. Parce que je pense que si on se parle, on dit vraiment voici, vraiment voici, que chacune, sans personne, qu'on essaie et qu'on laisse l'ego de côté. Parce que très longtemps aussi, je pense, nous, particulièrement, j'aime pas le dire, mais du Mali Sud,
on met beaucoup la fierté mal placée, on met beaucoup le dessous, le cœur avant la tête. Donc, est-ce qu'il faudrait aussi qu'on soit très attentif, qu'on soit à l'écoute et qu'on essaie de se mettre dans la position de l'autre. Je pense que ça va beaucoup aider. Si chacun essaie de se mettre à la place de l'autre, nous allons vraiment éradiquer ce fléau. Oui. Moi, je pense aussi, bien sûr, dans cette discussion, parce que même les mouvements armés et tout, ils n'ont pas aussi beaucoup de femmes en leur sein. Et pourtant, je sais que, particulièrement au sein de la rébellion du MNLA, les femmes ont été très instrumentales même à financer la rébellion. Donc, ça serait bien aussi d'être à l'écoute de ces femmes-là, qui ne sont peut-être pas des actrices de devant, de fond, mais quand même qui sont celles qui peuvent beaucoup activer ou apaiser les feux à côté. Donc ça serait important, à mon avis, de les impliquer aussi pour qu'ensemble, le gouvernement et ses parties prenantes, calmement, sans trop d'influence externe, puissent se parler afin de voir déjà quels peuvent être les articles qui peuvent être revus, quelles peuvent être les différentes révisions qu'on pourra faire avant maintenant d'élargir et de redescendre à la base pour expliquer. Alors on voit que vous luttez également pour la cause des femmes. Quelles sont généralement les difficultés auxquelles vous êtes confrontés? Bon, ce que je voulais d'abord dire, Nanette, c'est que l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger est un des vecteurs qui peuvent nous amener à la paix. Mais moi, je pense que nous devons beaucoup travailler à la prévention d'abord même des conflits. Parce que c'est plus facile pour moi de prévenir que de guérir. Donc, nous devons redescendre et revoir les causes racines, les causes profondes, qui font que nous avions ces rébellions cycliques que nous avons, ces coups d'État, qui reviennent tout le temps. Tous les 10 ans, on a des régimes sur combien de présidents démocratiquement élus, combien ont pu finir leur mandat. Et pourquoi on a cette insécurité grandissante dans nos capitales urbaines? Donc je pense qu'il faudrait vraiment travailler sur les causes racines. À mon humble niveau, en toute humilité, nous avons compris que les défis du Mali sont énormes. Je viens de parler par exemple du taux d'alphabétisation. Et la plupart aujourd'hui de nos instructions, la plupart de notre éducation, la plupart des informations relatives à la vie de la cité se font dans des cercles quand même assez littéraires ou dans des cercles classiques de l'école, du gouvernement, des partis politiques, où les discussions ne sont pas nécessairement tenues d'une façon élémentaire ou en langue nationale. Or, pour une démocratie, pour que la démocratie soit vraiment viable, qu'elle soit le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, je pense qu'il faut qu'une masse critique de la population, si pas tous les 100%, mais quand même une masse critique de la population puisse animer le débat. Et ça, on ne peut jamais le faire sans l'implication des communautés à la base. Et avec l'état actuel du Mali, les médias classiques gouvernementaux ne peuvent pas. Et on ne peut jamais atteindre l'éveil de conscience sans aussi faire la sensibilisation et la vulgarisation de tous nos textes dans les langues du terroir. Et on ne peut pas le faire sans susciter et aller vers les femmes. Or, pour aller vers les femmes, c'est une autre dynamique. Parce que si un homme a des heures de boulot, disons de 8h à 17h, après 17h il est libre, une femme n'a pas nécessairement beaucoup de temps libre pour elle. Elle n'a pas nécessairement beaucoup d'opportunités de lui prêter la parole et lui demander quel est ton avis sur cette question. Elle n'est pas nécessairement considérée dans des décisions politiques. Parce qu'on pense que toute politique est partisane et la politique c'est pour la conquête du pouvoir nécessairement. Mais pour moi la politique c'est l'animation de la vie de la cité. Et cela on ne peut pas le faire sans que les femmes aussi puissent comprendre et puissent participer. Donc c'est pour cela à mon humble niveau, j'essaye de susciter le débat sur tous les sujets de la société afin que les femmes ne soient pas laissées de côté, qu'on puisse vraiment rétrécir ce fossé inégalitaire qui donne beaucoup plus d'opportunités aux hommes masculins maliens qu'aux femmes et aux filles. Donc d'une manière générale, on pense que la politique
n'est pas faite pour les femmes. On pense que la femme n'a pas droit aux décisions, que pour parler des activités du pays ou de la cité, c'est des choses sérieuses. Et là, les femmes ne doivent pas aller dans ce domaine. Nous, on est réservé à la cuisine et aux marmites, et peut-être juste aux parures, les bijoux, les foulards et tout, mais que parler de la vie de la cité, que ce n'est pas de notre essor. Et ça, c'est une erreur très grave. Parce que le Mali est fait d'hommes et de femmes, et pour que le Mali puisse se développer, il faudrait que les deux, hommes et femmes, puissent vraiment pleinement participer à la vie de la cité. Et tu sais aussi qu'on est en général beaucoup plus intelligente, et on fait les choses d'une manière beaucoup plus efficiente et efficace. Donc, vous voyez, ça tourne avec les hommes depuis 1960 et là jusqu'à présent. Donc, je pense qu'il est grand temps aussi qu'on puisse donner plus de chance aux femmes, qu'elles puissent aussi amener leur touche féminine, parce que nous, on a l'habitude de multitask, de faire beaucoup de choses en même temps, donc on a aussi notre façon de faire. Et je pense que si, en impliquant les femmes, nous ne gagnons pas, nous n'allons pas perdre. Voilà, et ce que vous venez de dire tout à l'heure, ce que je retiens, c'est que les femmes ne sont pas incapables, elles ne sont pas fainéantes non plus, elles ont juste besoin qu'on leur fasse réellement confiance et qu'on leur donne l'opportunité de mettre en exergue leurs aptitudes dans toute leur pays. Bon, je pense que pour le Malien et la Malienne, pour le Sahélien et la Sahélienne, et pour l'Africain et l'Africaine, ça, ce n'est même pas une question. Parce que chacun prend l'exemple sur sa grand-mère, chacun prend l'exemple sur sa mère, chacun prend l'exemple sur sa sœur, et voir comment, au sein de nos familles, au sein de nos communautés, les femmes travaillent dur, les femmes travaillent dur, les femmes soutiennent, mettent de leur sang, de leur sueur pour tenir les familles. Donc, penser qu'une femme africaine est fainéante ou incapable, je pense que ça, c'est vraiment pour amuser la galerie. Mais tout le monde sait que on ne peut pas être malienne et être fainéante, sinon le pays allait couler depuis longtemps. Alors, Madame Kumba, quelle solution préconisez-vous? Moi, la solution que je préconise, d'abord, pour moi, il n'y a pas une solution miracle ou une seule solution. Moi, je pense que l'approche doit être multidimensionnelle et surtout que, comme on l'a dit, qu'on laisse un peu du lest. Parce que le Mali a une chance, mais a aussi des défis à relever. La chance, c'est qu'on est un peuple pluriel. Nous avons différentes ethnies, différentes cultures, différentes valeurs sociétales et différentes façons de faire. Et tant qu'on n'incorpore pas cela et voit cela comme une richesse, la façon dont le peuple pense et le peuple œuvre pour sa résolution de conflit, ce n'est pas du tout la même manière que le Bambara ou le Malinké. La façon dont le Touareg aussi tient à sa valeur, tient à sa culture, tient à son honneur, ce n'est pas nécessairement la même façon que le Soninké a par rapport à sa valeur ou le Diawando a par rapport à sa valeur. C'est complètement différent. Donc nous devons vraiment embrasser ces différences culturelles et en faire une richesse. Je pense que ça va beaucoup nous aider. Nous devons aussi pouvoir se dire certaines vérités, pour dire que ta vérité n'est pas nécessairement la mienne. Par exemple, ça m'attriste tout le temps quand on se lève, on dit « Ah, c'est le Mali de Sundiata, ah, c'est le Mali de Bonibo, ah, nous sommes les fiers guerriers du Mali, la charte de Kourkanfoura. » Oui, la charte de Kourkanfoura peut peut-être nous parler à nous, qui avons peut-être un contact avec la culture mandingue. Mais quand on est arabe, et pourtant on est malien, quand on est touareg, et pourtant on est malien, quand on est songoui, et pourtant on est malien, la charte de Kourkanfoura ne veut rien dire. Donc ça aussi, c'est certaines valeurs. Si on veut vraiment avoir cette république laïque, où c'est une nation plurielle, je pense que chaque personne doit aussi savoir que même si je suis majoritaire, la minorité a aussi son chapitre à dire. Ça, c'est très important. Et pouvoir aussi vraiment être un peu plus tolérant et tolérant. Combien de fois, quand on allume les radios, quand on regarde la télé, beaucoup le Mali est un pays musulman. Mais le Mali n'est pas un pays musulman s'il vit des chrétiens dedans. Ils ont leurs droits, ils ont leurs droits. Le Mali n'est pas un pays musulman s'il vit des personnes qui travaillent et qui ont leur religion ancestrale. Pour ne pas dire des animistes, parce que ce n'est pas des animistes. C'est des religions monothéistes. Donc,
quand on dit tout le temps, le Mali est un pays musulman, celui qui est ou celle qui est détentrice de la même carte d'identité nationale que toi, et qu'elle ne soit pas musulmane, comment va-t-elle se sentir à cet instant-là? Elle sera vexée, qu'elle se sentira excluse. Quand on dit, oui, voici, avec tout le respect que je dois à nos pères et mères fondatrices, en l'occurrence à Modibo Keïta, on ne peut pas le remercier assez pour tout ce qu'il a fait. Mais l'œuvre humaine est toujours faite d'erreurs. Et puis, chacun travaille avec les réalités de son temps. Mais dire qu'il n'y a pas eu aussi d'exaction ou d'abus sous Modibo Keïta ou sous Dibi Silas, ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Donc il faudrait que nous aussi revoyons en toute humilité, comme on demande aux Blancs tous les jours de s'excuser pour l'esclavage, de s'excuser pour plus de 400 ans d'abus et d'exploitation de la race noire. Je pense que nous aussi au Mali, pour un début de dialogue, pour un début de franchise, pour un début vraiment d'apaisement de ces rébellions incessantes, nous devons aussi avoir le courage de demander pardon. Même si la faute n'a pas été commise par nous. Mais par rapport aux exactions commises, et redémarrer en avant. Mais la fierté mal placée et s'entêter alors qu'on n'a pas nécessairement tous les atouts qu'il faut, moi je pense que ça n'avance à rien. Donc, et bien sûr, tout cela, on ne peut pas le faire en continuant de mettre les femmes et les filles à côté, comme si elles ne sont pas des citoyennes ou des habitants du Mali. Donc, toute décision qu'on doit prendre, on le dit à l'américaine, toute décision qu'on prend sans toi est contre toi. Donc il faudrait que les femmes aussi puissent être incluses parce que personne d'autre ne peut décider de leur sort mieux qu'elles-mêmes. Et alors, selon vous maintenant, quel est le rôle concret que les femmes peuvent jouer pour éviter les conflits intercommunautaires? Donc le rôle concret d'abord des femmes, bon, vous savez, ça c'est un peu difficile. Parce que moi, j'aime toujours rappeler, les femmes ne sont pas des extraterrestres. Les femmes sont des êtres humains au même titre que les hommes. De la façon dont vous avez les hommes qui mettent du feu sur les braises, vous avez des femmes qui sont aussi à l'origine des conflits. Tant qu'il y a injustice sociale, tant qu'on pense que ces droits sont piétinés, bafoués, tant qu'on pense qu'on n'a pas accès à la justice au même titre que son opponent dans une situation de crise ou de conflit, ben on va essayer toujours de se donner justice soi-même. Donc moi je pense que l'État doit être un peu plus fort et l'État doit être à équidistance de toutes les populations. Mais dit que aussi avoir toujours cette idée romantique pour dire que oh la femme c'est la paix, non. Aucun conflit dans le monde n'a été aussi fait que par les hommes. Il y a les femmes qui vendent leurs bijoux. Il y a les femmes qui achètent des armes. Il y a les femmes, on a vu même avec l'État islamique, des femmes qui font tout, laissent tout pour aller se marier avec les combattants, pour dire que vraiment, moi, c'est ma contribution. Au moins, quand le combattant est stressé et tout, je me marie à lui. Donc, au moins, quand il va revenir, je suis la femme qui soit là, qui va essayer de l'apaiser, de l'adoucir le cœur, et tout ça, le quinqué, pour qu'il aille à la guerre. Donc, les femmes sont aussi actrices de conflits. Elles ne sont pas tout le temps victimes. Tant qu'il y a l'injustice, il n'y a pas question d'hommes et de femmes. Chacun et chacune va toujours vouloir se rendre justice soi-même si la justice étatique est défaillante. Donc, moi, je pense que nous devons avoir un État beaucoup plus fort. Nous devons avoir un système social assez juste. Si l'État ou la justice classique ne peut pas trancher, je pense que nous pouvons retourner à certaines de nos valeurs sociétales positives, parce que tout aussi n'est pas bon dans nos valeurs sociétales positives, parce qu'on sait aussi que certaines de nos populations pratiquent jusqu'à présent l'esclavage par ascendance. Donc, en 21e siècle, nous, on souhaite être libres, on demande la liberté des droits, on demande d'avoir le même traitement face aux autres races blanches, et que nous-mêmes, noirs, qu'on puisse vouloir pratiquer l'esclavage entre nous. Donc ça, c'est pas possible. Donc la femme qui se sent ou qui est victime d'esclavage, comment voulez-vous qu'elle soit actrice de paix, qu'elle accepte de se taire, qu'elle accepte de voir tous ses enfants
qui sont difficilement nées, avec tout ce qu'on connaît du Mali aujourd'hui, faire ces 9 mois de grossesse, aller à travers le travail, accoucher de ton enfant, vivre dans la pauvreté accrue, se débrouiller et avoir bêtement quelqu'un tuer cet enfant-là parce qu'il a refusé de se soumettre à l'esclavage, c'est sûr que si tu as les moyens, tu vas tuer la personne. Donc, moi je ne dirais pas que les femmes aussi sont des solutions miraculeuses. C'est vrai que d'une manière générale, les femmes sont beaucoup plus humaines, parce que c'est nous qui enfantons, c'est nous qui donnons vie, c'est nous qui subissons la grossesse avec plaisir pendant 9 mois. Et Dieu sait, quand on est femme, ce qu'on subit le jour de l'accouchement, je n'ai jamais vu aucune douleur aussi atroce que ça. Donc, ne serait-ce que ça, si tu penses qu'une autre femme a eu son enfant dans les mêmes conditions, tu ne peux pas vouloir inconsciemment ou gratuitement faire du mal à cet enfant. Donc, je pense que d'une manière naturelle, les femmes peuvent être de très belles actrices de la paix, mais quand même l'État dans nos sociétés, si nous avons choisi des modèles démocratiques et républicains, nous devons aussi avoir un État qui puisse assurer une justice à équidistance et vraiment des infrastructures et services sociaux de base, que l'État soit au service des populations. Ça va beaucoup aider. Merci beaucoup. C'est moi. La fin de l'émission. Et vous avez un appel à lancer aux femmes, aux autorités et surtout à la communauté internationale. Bon, l'appel que je lancerai, parce que je suis quand même sur le plateau de H4 TV, et je sais que c'est une ONG qui est dirigée par des jeunes femmes et hommes maliens, en l'occurrence avec Adam Diko, qui est quand même une fierté pour nous toutes et tous. Donc moi je ferai surtout l'appel aux jeunes, à la jeunesse. Parce que le Mali d'aujourd'hui a été le fruit, qu'il soit bien mieux ou pas, ça a quand même été le fruit, le sacrifice de générations passées. Donc le défi, ce sera le défi à relever par la jeunesse. Et cette jeunesse-là, je pense qu'elle doit vraiment se ressourcer, revoir l'histoire, parce qu'on dit que l'histoire se répète toujours. Revoir l'histoire et prendre des positions décomplexées par rapport à l'histoire. Ce n'est pas parce que je suis fier guerrier de Souniata Keïta ou de Modibo Keïta que je vais cautionner bêtement tout ce que Modibo Keïta a fait. Ce qu'il a fait, c'est très bien, c'était bien pour son époque. Mais aujourd'hui, avec la sauvegarde et l'épanouissement des droits fondamentaux qu'on veut assurer à tout un chacun, est-ce que la méthode de 1960 du XXe siècle est toujours valable pour le XXIe siècle et sera valable pour le XXIe siècle? Je pense que la jeunesse malienne doit vraiment s'assumer, revoir son histoire et prendre son destin en main. Et cela ne serait pas possible sans l'engagement de la jeune fille. Parce que qu'on le veuille ou pas aussi, 50% de cette jeunesse africaine, elle est féminine. Donc, laisser les jeunes filles de côté, tristement, moi je pense que le mouvement féministe africain est en train de reculer. Parce que l'engagement que j'ai vu avec nos mères, l'engagement que j'ai vu avec moi-même et ma génération, je ne sens pas cet engagement avec mes filles. Et ça serait dommage qu'elles reviennent à l'homme et laissent le jeune garçon et le jeune homme malien ou africain faire de leur destinée, parce que l'homme africain, l'homme masculin va toujours d'abord défendre sa position. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc mon appel serait vraiment à la jeunesse malienne et africaine de prendre son destin en main, et beaucoup plus la jeunesse féminine, qu'elle s'assume, qu'elle participe, qu'elle soit cette mère, qu'elle soit cette éducatrice, qu'elle soit cette édificatrice de l'Afrique nouveau. Merci. Je vous en prie. C'était un réel plaisir de vous avoir sur le plateau. Oh, merci. Merci. C'est moi. Voilà. Merci pour la considération. Dans l'hymne national du Mali, on dit que les champs doivent fleurir d'espérance. Si les champs doivent fleurir d'espérance, la plus grande espérance du Mali ne peut et ne doit être que sa jeunesse. On dit également que le cœur doit vibrer de confiance. Si le cœur doit vibrer de confiance, le Mali ne peut et ne doit avoir confiance qu'en sa jeunesse. Et c'est sous ces mots que je mets fin à cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et qu'à la délice du Mali.